va commencer par une petite séquence d'ouverture protocolaire, donc avec les prises de parole de l'université en premier, qui vous accueille aujourd'hui pour ce colloque, et ensuite on aura le directeur de cabinet du président du Congrès, Monsieur Larvor, qui dira un mot au titre des institutions et en particulier au titre du Congrès. Et donc ça sera les deux prises de parole pour l'ouverture protocolaire, et ensuite on aura une introduction par monsieur le vice-recteur et directeur général des enseignements de la Nouvelle-Calédonie, monsieur Jean-Charles Ringard-Flamand. Donc bienvenue à tous dans l'Amphi 400 pour ce dernier colloque de la saison, qui a été bien chargé. La saison continuera puisqu'on aura la première cérémonie de remise de diplôme de l'IUT le 8 décembre. Donc je fais un peu de promo pour les événements de l'UNC. Et donc on va tout de suite commencer par le premier discours d'ouverture par le président de l'Université de Nouvelle-Calédonie pour ce colloque donc du LIR, de l'ESP, sur la culture commune des enseignants en Nouvelle-Calédonie. Merci. Monsieur le vice-recteur, monsieur le représentant du président du Congrès et directeur de cabinet, chers collègues, chers étudiants, mesdames et messieurs, bonjour à tous dans cet amphithéâtre à l'université. Je voudrais donc en premier lieu vous souhaiter la bienvenue pour ce colloque organisé par l'équipe de recherche de l'ESP, l'ESP étant l'École supérieure du professorat et de l'éducation, souvent encore connue par son ancien nom d'IUFM, ESP dont je salue ici la directrice, Madame Yannick Léran, ainsi que Monsieur Olivier Galli, le directeur de l'équipe de recherche de l'ESP, le LIR, le laboratoire interdisciplinaire de recherche en éducation. Comme cela a été évoqué, ce colloque achève une saison événementielle 2016 qui a été exceptionnellement fournie à l'université, puisque nous avons plus que doublé le nombre de colloques par rapport à l'an dernier. Ces colloques étant tous adaptés au contexte calédonien, traitant tous des problématiques actuelles auxquelles la Nouvelle-Calédonie est confrontée. Ce doublement du nombre de colloques est la preuve d'un beau dynamisme de la recherche et du rayonnement de l'établissement. Et j'en profite donc pour remercier toutes les personnes impliquées dans l'organisation de ces événements. Et bien sûr, les organisateurs de ce colloque aujourd'hui, Yolande Cavaloc et Stéphane Mainviel. Je remercie également les équipes techniques et administratives de l'université qui œuvrent dans l'ombre pour que tous ces événements se déroulent bien. Merci à eux tous, c'est beaucoup de travail, mais évidemment, cela fait partie du rôle de l'université au-delà de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est aussi la diffusion des connaissances, la vulgarisation, l'échange avec la communauté scientifique, mais au-delà, avec la société calédonienne en général. Le thème de ces journées de colloque, ce sera d'interroger la notion de culture professionnelle commune des enseignants dans le contexte calédonien. Au-delà de l'intérêt intrinsèque du sujet, en particulier pour des futurs enseignants, je crois que ce qui est particulièrement attendu, notamment de la part des institutions, ce sont les recommandations qui vont émerger de ce colloque pour faire de cette culture professionnelle commune un levier pour favoriser la réussite des élèves. Car c'est bien cela qui est au cœur et qui doit être au cœur de nos préoccupations. La réussite des jeunes, elle a rarement été autant au cœur des enjeux de société. Mais c'est particulièrement compréhensible dans le contexte calédonien, car c'est sur la réussite de la jeunesse que peut se bâtir un projet de société partagé. C'est sur une jeunesse formée et compétente que peuvent s'étayer des projets d'avenir. Même si on ne peut pas faire reposer sur les épaules du système éducatif et de ses enseignants la totalité des attentes, notamment en termes de réussite, il faut admettre que ces attentes et la responsabilité sont très grandes. La particularité de la Nouvelle-Calédonie, peut-être plus qu'ailleurs, vous le savez bien, c'est sa grande diversité culturelle. Pour les enseignants, cette diversité représente un vrai défi professionnel. En effet, comment faire réussir tous ces élèves alors qu'ils ont des référentiels culturels et éducatifs si différents?
Bien sûr, ce n'est pas la réponse, mais j'en mesure, comme vous, les enjeux et les difficultés. Je ne sais pas non plus si au bout de ces journées de travail, vous aurez trouvé la formule magique, mais je suis convaincu, en tout cas, que ce colloque fera œuvre utile au bénéfice des enseignants de la Nouvelle-Calédonie et donc de ses élèves. Avant de céder ensuite la parole à Yannick Léran, la directrice de l'ESP, je voudrais saluer tous les acteurs et les piliers du système éducatif, au premier rang desquels le vice-rectorat, qui est notre partenaire naturel. Je sais que les représentants ou les acteurs de ce système sont nombreux à intervenir pendant le colloque. Je remercie donc l'équipe d'organisation d'avoir construit cet événement, ce colloque, avec les partenaires institutionnels en charge de l'éducation en Nouvelle-Calédonie. L'UNC joue ici pleinement son rôle de forum, de lieu privilégié de discussion et de réflexion pour interroger les sujets de grands enjeux pour la Nouvelle-Calédonie. Je terminerai en remerciant chaleureusement les institutions et les partenaires qui ont participé à nos côtés à l'organisation de cet événement et je vous souhaite à tous un très fructueux colloque. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, pour ces quelques mots qui sont extrêmement chaleureux et qui permettent donc de valoriser les travaux de l'ESP. Monsieur le vice-recteur, Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le directeur du cabinet du Président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, mes chers collègues, mes chers étudiants. En tant que directrice de l'École supérieure du professorat et de l'éducation, c'est à moi que reviennent le plaisir et l'honneur de vous présenter en quelques mots les travaux de ce colloque. Il y a tout juste un an, dans ce même amphithéâtre de l'université, se tenait la première manifestation scientifique d'envergure organisée par l'ESP et qui avait pour thème le système éducatif calédonien à l'heure du destin commun. Aujourd'hui, c'est à la question de la culture professionnelle commune des enseignants de Nouvelle-Calédonie que l'école interne et son laboratoire de recherche en éducation, le LIR, s'intéressent. Cette notion de culture professionnelle partagée par tous les futurs professeurs a véritablement pris tout son sens en 2013 avec la nouvelle réforme de la formation des enseignants. C'est en effet une formation rénovée des enseignants qui est inscrite dans la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, formation qui s'appuie, vous le savez, sur la création des écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Cette nouvelle formation de haute qualité et à forte dimension professionnelle est donc bien inscrite au cœur des universités, puisque ce sont leurs écoles internes, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, qui ont désormais pour mission de former tous les enseignants, de la maternelle jusqu'à l'université. Pour ce faire, ces écoles ont la responsabilité d'assurer une formation dans laquelle les enseignements de tronc commun visent l'acquisition de compétences professionnelles communes à l'ensemble des enseignants et des personnels d'éducation et participent ainsi à la création de cette fameuse culture commune. C'est donc bien dans cet esprit que l'ESP de la Nouvelle-Calédonie a construit ses maquettes de master, métiers de l'éducation, de l'enseignement et de la formation. Cependant, en Nouvelle-Calédonie, la diversité des voies de recrutement pour devenir enseignant, d'une part, mais aussi la diversité des instituts de formation pour le premier degré, notamment d'autre part, peuvent donner le sentiment de compliquer la mise en place de cette culture commune. De quoi cette culture commune se compose-t-elle ? Existe-t-il en Nouvelle-Calédonie une ou bien des cultures professionnelles ? Quel rapport les enseignants entretiennent-ils au savoir académique et au savoir issu de la recherche ? Quelle est l'importance de leur participation aux recherches en éducation ? Recherche-action, recherche collaborative.
Autant de questions qui pourront être abordées durant ces 2 jours, car l'aspect de l'Université de la Nouvelle-Calédonie se doit être ce lieu d'échange à l'écoute des préoccupations du terrain. Elle compte donc, bien structurer et fédérer l'ensemble des compétences existantes en Nouvelle-Calédonie en matière de formation et de recherche en éducation. Cette ambition est d'autant plus importante que la Nouvelle-Calédonie est en train aujourd'hui de se doter d'un projet éducatif qui se veut ambitieux et innovant. En travaillant ainsi sur les problématiques liées à l'éducation et à la formation en contexte multiculturel, l'ESP associe à ses enseignants et enseignants-chercheurs des membres de la communauté éducative, notamment les acteurs impliqués dans les thématiques liées à la réussite éducative en vue d'assurer le va-et-vient entre les résultats de la recherche et le retour d'expérience des enseignants au bénéfice des contenus de formation et des pratiques en classe. Autrement dit, ce fameux transfert recherche-terrain. Je voudrais terminer ces quelques mots en remerciant moi aussi chaleureusement Madame Yolande Cavaloc et Monsieur Stéphane Mainviel, qui sont les organisateurs de ce colloque, et en vous souhaitant à mon tour 2 journées riches de débats et d'échanges qui, j'en suis convaincue, seront au bénéfice de l'école calédonienne et au bénéfice de la réussite de tous ses élèves. Merci. Monsieur le Président de l'Université, cher Gaël, Monsieur le Vice-recteur, Madame la Directrice, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à tous. Alors c'est un grand honneur qui m'est fait de venir représenter Thierry Santa, donc Président du Congrès, ici donc ce matin, pour venir prononcer finalement ce petit discours qu'il avait donc prévu de prononcer lui-même, évidemment, ce matin. Et c'est vraiment, je sais, bon, pour le côtoyer chaque jour, évidemment, je sais qu'il aurait véritablement voulu être là. Malheureusement, bon, l'actualité institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, au Congrès, notamment en fin d'année, est malheureusement extrêmement intense. Et bon, il y a les commissions se mettent en place et se déplacent rapidement. Et donc, il avait prévu d'être ici. C'est malheureusement pas possible, mais j'ai bon espoir qu'il puisse venir au cours de la journée participer donc, et écouter la nature des débats. Voilà. Quelle culture professionnelle commune des enseignants en Nouvelle-Calédonie? Tel est le thème très intéressant qui va être au cœur de votre journée d'études et de vos tables rondes pendant ces 2 jours de rencontres. Comme vous le rappelez fort opportunément dans votre argumentaire synthétique, il existe en Nouvelle-Calédonie des parcours divers de formation des enseignants, des statuts d'enseignants différents et des situations personnelles parfois particulières et singulières. On peut ajouter que la coexistence des enseignements privés et de l'enseignement public n'a pas la même résonance ni la même histoire en métropole qu'en Nouvelle-Calédonie. Votre réflexion à propos de ce que l'on pourrait appeler le socle commun de formation apportera déjà, je n'en doute pas, un éclairage intéressant sur ce qui pourrait améliorer l'accompagnement des élèves vers la réussite. C'est la raison pour laquelle j'ai engagé le Congrès à soutenir votre initiative. L'objet de toutes nos réflexions, de toutes nos réformes éventuelles, en un mot de tous nos efforts, est bien d'améliorer la réussite éducative des enfants de ce territoire. Cet objectif suggère 2 formes de succès attendues. La réussite scolaire d'une part, et d'autre part la réussite de la formation humaine dans ses dimensions personnelles et citoyennes. Lorsque j'observe tous les débats que génère cette ambition, je me dis qu'elle est immense, aussi bien en métropole qu'en Nouvelle-Calédonie. Et je distingue ainsi les compétences respectives de l'État et de la Nouvelle-Calédonie. C'est qu'en effet, si le Congrès a décidé que l'État conserverait sa compétence, notamment en matière d'organisation des examens et de délivrance des diplômes, la Nouvelle-Calédonie a adopté le socle commun de connaissances et de compétences et possède une forte capacité d'adaptation des programmes. Et surtout, elle est chargée du contrôle pédagogique et finance en partie les formations. Dans cet ensemble équilibré, tout doit concourir à la réussite éducative des jeunes Calédoniens. Une amélioration de la culture professionnelle s'inscrit dans cette perspective.
Votre démarche vous amènera également, j'en suis persuadé, à débattre de la performance du système en place, ce qui constitue un élément clé de la dite réussite. Il y a quelques années, un travail approfondi, documenté, mis en forme, a été mené sur le thème de l'évaluation de la réussite éducative, un thème qui intégrait le sujet, maintes fois débattu, de la réussite scolaire. Je ne doute pas que ce sujet sera au cœur de vos échanges, tant il est vrai qu'au centre du vaste dispositif éducatif, il y a la réussite de l'élève calédonien à laquelle vous êtes tous ici attachés. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite 2 journées de travail riches et fructueux. Merci. Voilà, merci pour ces prises de parole, donc, ce qui termine notre ouverture protocolaire. On va donc commencer les travaux du colloque avec une introduction par monsieur le vice-recteur et directeur général des enseignements de la Nouvelle-Calédonie. Donc pour une introduction, une entrée en matière sur ce colloque sur la culture professionnelle commune des enseignants en Nouvelle-Calédonie. Merci à tous. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le représentant du Président Santa, Madame la directrice de l'ESP, chers collègues, ravi de vous retrouver. D'abord, mes remerciements pour cette invitation et en même temps mes encouragements pour cette belle journée qui, comme l'a dit le Président, s'inscrit dans un processus clairement élaboré de rencontres, séminaires et autres colloques qui contribuent, me semble-t-il, à dynamiser la réflexion intellectuelle. C'est toujours nécessaire, la réflexion intellectuelle, dans un territoire et en même temps en faisant en sorte que chacun des acteurs puisse y être le plus largement possible associé. Alors, en ce qui me concerne, et sachant la demande qui m'a été faite de manière relativement courte, sachant que je vais essayer en un quart d'heure, 20 minutes, pas plus, à la fois de vous poser peut-être quelques jalons et en même temps peut-être vous donner un point de vue. Donc c'est à la fois une réflexion à la fois du vice-recteur, sans doute, en tout cas d'un institutionnel. Et puis je m'autoriserai quand même quelques remarques plus personnelles sur cette culture commune. Alors je vais faire une intervention en 3 points. Je voudrais d'abord, très modestement, ça va être fait et fort bien fait dans la journée, ça sera mieux fait que je ne vais le dire, donc je vais quand même vous poser quelques jalons sur la notion de culture commune, y compris eu égard à l'expérience qui était la mienne au ministère et ce que j'ai pu observer depuis plusieurs années dans l'évolution du système. Pourquoi on parle de culture commune? Qu'est-ce qui fait culture commune aujourd'hui? Première idée. Donc c'est un essai de définition, sachant que, je le répète, ça sera mieux affiné tout au long de cette journée. Deuxième point, en essayant de vous faire part de mon expérience, pour avoir notamment travaillé sur les textes de création de l'IEFM, au début des années 90, j'étais déjà au ministère aussi, je vais vous donner un petit peu l'accentuation depuis 25 ans en matière de culture commune. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette notion qui est à peu près stabilisée dans les textes est pour autant une notion qui a évolué dans son contenu, pour ne pas dire dans sa texture. Puis le troisième point, il y a une contextualisation qui est nécessaire. Nous sommes ici en Nouvelle-Calédonie. Je vous évoquerai du coup la notion de culture commune telle que je peux la comprendre et la lire à travers le projet éducatif de Nouvelle-Calédonie. Voilà les 3 points que je vais essayer d'aborder. Alors le premier point, donc sur cette notion de culture commune, on peut aisément s'accorder de manière générique sur l'idée qu'une culture commune, qu'elle soit dans les métiers d'enseignement ou ailleurs, c'est un ensemble de savoirs qui doit être partagé, un ensemble de savoirs, avec un S, qui doit être partagé par tous les individus d'une même corporation. Bon. Cette idée de savoir partagé, d'ensemble de savoirs partagés, a pris la forme, la traduction réglementaire d'un référentiel de compétences des métiers, des professeurs et des personnels de l'éducation, donc en 2013, conséquemment donc à la loi Peillon, qu'a rappelé tout à l'heure Madame la directrice. Donc on a un substrat aujourd'hui
qui fait que le métier d'enseignement et les métiers d'enseignement et le métier d'enseignant sont des métiers référencés. Eh bien, mes amis, c'est nouveau. C'est un scoop, si je peux dire. Parce que dans l'histoire du système éducatif, cette idée de référencer le métier d'enseignement est assez récente. On peut sans doute trouver des traces dans la réforme de l'IEFM. On peut sans doute même trouver des traces dans la première installation du Conseil national de programme en 1993-94, dont le président n'était autre que Luc Ferry. Et si je fais un petit peu de retour en arrière, cette idée de culture commune était constitutive d'un certain nombre d'intentions de Valéry Giscard d'Estaing quand il était président de la République. Mais auparavant, on avait certes les hussards noirs de la République, mais on ne peut pas dire en tant que tel que sur l'idée que c'est un ensemble de savoirs partagés entre les individus d'une même corporation, on ne peut pas dire qu'elle existait préalablement à la constitution, si je puis dire, du métier d'enseignant. Première remarque, donc. Deuxième remarque, cette notion de culture commune, me semble-t-il, donc là je donne un point de vue, renvoie à deux concepts. Et là aussi c'est intéressant dans l'évolution du système éducatif. Le premier concept, c'est il n'y a pas de culture commune sans identité de métier. Mesdames et messieurs, vous faites un métier qui s'appelle être enseignant. Ben ça aussi, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, y compris dans les textes récents liés à la création des SP, ça l'était déjà dans la création des UFM, ça l'était un petit peu dans les écoles normales d'instituteurs. Mais clairement, aujourd'hui, on parle de métier d'enseignant. Pourquoi je dis ça? Parce que pendant très longtemps, on a considéré qu'être enseignant, c'était d'abord une aptitude presque à fondement innéiste, et non pas à fondement professionnel. Je suis apte à enseigner, comme si d'un don du ciel, en passant sous un arbre, boum, la pomme me tombe, et voilà, je suis enseignant. Cette idée de métier est fondamentale. Vous exercez un métier. Par conséquent, un métier, c'est quoi? Un métier, ça s'identifie, référentiel de compétences. Un métier, ça s'apprend, création des SP, je ne veux pas revenir sur les autres éléments historiques. Troisièmement, un métier, ça s'évalue, donc vous êtes évalué, je vais y revenir tout à l'heure. Et un métier, ça évolue. Dès l'instant où on prend le concept de métier, ça veut dire que concrètement, on fait partie des salariés d'une nation. Et en tant que salarié, mon métier s'identifie, il s'identifie de manière intrinsèque et il s'identifie de manière extrinsèque. Quand je dis extrinsèque, c'est que le métier que vous faites, je pense que vous ne pouvez pas être boucher, charcutier ou je ne sais quoi, et à l'inverse, le boucher et le charcutier ne peut pas faire votre métier, puisque vous l'avez appris, puisqu'on vous l'a enseigné, puisqu'il s'évalue et puisqu'il évolue. La deuxième notion, me semble-t-il, qui colle avec la notion de culture commune, c'est, puisqu'on parle de métier, on parle donc d'identité professionnelle. L'identité professionnelle, là aussi, c'est encore quelque chose de nouveau dans l'histoire du système éducatif. Et puis, il y a des lieux symboliques pour cette identité professionnelle. Je vais en prendre un par hasard. Que je sois ici en Nouvelle-Calédonie ou lorsque j'étais à l'inspection générale, dans un établissement, il y a un POU. Et le POU, c'est la salle des profs. De mon point de vue, je ne sais pas si vous le partagez, mais pour moi, c'est la salle des profs. Et dans la salle des profs, il y a plusieurs ingrédients d'analyse, si je puis dire, clés de lecture. La sociologie de la salle des profs, la géographie de la salle des profs et l'histoire de la salle des profs. Alors, on va prendre les 3 points. La sociologie de la salle des profs. Où se trouvent les maîtres auxiliaires par rapport aux agrégés, par rapport aux certifiés? Comment ça se mêle tout ça? Est-ce qu'on crée équipe? Est-ce qu'on crée osmose ou chacun a son petit coin? C'est intéressant, hein? Regardez.
Très intéressant. La géographie. Où est positionnée la salle des profs dans la structuration de l'établissement? Est-ce qu'on le met au bout de l'administration ou est-ce qu'on le met au cœur central de l'établissement? Ça n'a pas la même fonction sociale et ça n'a pas du tout la même lecture. Et l'espace prof, puisqu'aujourd'hui on parle plus d'espace prof que de salle des profs, comment est-il aménagé cet espace? Est-ce qu'on le constitue simplement pour faire un lieu de photocopie et de boire un café? Ou est-ce qu'on l'organise de telle sorte qu'on facilite le travail en équipe et par conséquent on contribue à consolider la notion d'identité professionnelle et de métier? Puis après, il y a l'histoire de la salle des profs. C'est-à-dire que quand on arrive dans un établissement, les murs parlent, comme toujours d'ailleurs. Comme toujours. Comment ça s'est organisé dans le temps? Comment ça a évolué dans le temps? Au-delà de cette petite trivialité, quand je dis ça, ça veut dire que l'identité professionnelle transcende les grades, transcende les niveaux, premier et second degré, et j'oserais presque dire transcende les disciplines. Dans cette acception que j'essaie de vous montrer en disant la notion de culture commune renvoie au métier et la notion de culture commune renvoie à l'identité professionnelle, dans cette identité professionnelle, ce qui est du qualificatif et non pas du substantif, c'est-à-dire l'adjectif commun, fait que la culture commune transcende premier et second degré, la culture commune transcende les grades, et la culture commune transcende les disciplines. C'est ce qui fait, c'est ce que disait Luc Ferry en 1994, où lui, en tant que philosophe, associait souvent la notion de culture commune à socle commun. Qu'est-ce qui fait socle commun dans notre corporation? Petit c du grand 1. Hein? Vous me suivez toujours. Le petit c du grand 1, toujours dans cette culture commune, c'est de dire aujourd'hui, dans le référentiel de compétences de 2013, comment l'a-t-on défini? Comment a-t-on défini contenu à ce concept récent, parfois au contour flou? On lui a donné 3 accentuations principales. Dans cette idée, je le répète, de métier et d'identité professionnelle. Première, c'est qu'on a ancré la notion de culture commune en disant l'enseignant français est porteur des valeurs de la République. Et il doit inscrire son activité, son action, dans le cadre des principes fondamentaux de l'école, sous-entendu en particulier, naturellement, laïcité en particulier. Égalité, gratuité, neutralité. Donc on a référé la notion de culture commune à la notion de valeur, telle que l'enseignant incarne ces valeurs et les transmet. Deuxième élément, toujours à partir du référentiel, on a essayé de déterminer cette notion de culture commune autour de l'élève. Centration sur l'élève. Là aussi, c'est récent, hein, 25 ans d'âge. Loi Jospin. Je mets l'élève au centre du système éducatif. Avant, c'était plutôt les disciplines, pour faire très court et très schématique. Hein, très schématique. Mais là, indiscutablement, on dit ce qui fait culture commune dans sa traduction concrète quotidienne, c'est que l'élève est au cœur de nos problématiques. Dans les processus d'apprentissage, dans les niveaux de performance, j'y reviendrai tout à l'heure, dans leur réussite. Et troisième élément, pour cet essai de définition de la culture commune dans le référentiel, c'est que vous êtes des acteurs de la communauté éducative. Et là, clairement, c'est l'enseignant membre d'une équipe pédagogique et l'enseignant membre d'une communauté éducative. J'entends par communauté éducative que ça ne se limite pas aux enseignants, naturellement, mais qu'on a les parents d'élèves, qu'on a effectivement l'ensemble des autres personnels. Grand 2.
mon intervention. Au-delà de cette esquisse d'essai de définition, qu'est-ce que je peux percevoir là en termes d'évolution et d'accentuation sur la définition de la culture commune? Là aussi, je voudrais attirer votre attention sur 3 idées. Je marche souvent par 3. D'un point de vue analyse théorique, c'est assez simple. Premier élément, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous faites un métier. Vous avez une identité professionnelle marquée, mais ce métier s'apprend, je le répète, il s'évalue et il évolue. Il est clair qu'aujourd'hui, quand bien même le référentiel de compétences est clairement défini, la notion d'adaptation au cadre de travail est une notion importante et nouvelle. C'est-à-dire qu'on a beau avoir une culture commune qui détermine un métier, qui détermine une identité professionnelle, les conditions d'exercice de ce métier et de cette réalité d'identité professionnelle peut trouver non pas dans ses fondamentaux et dans ses finalités, mais dans ses modalités de mise en œuvre, des adaptations qui sont absolument nécessaires, eu égard notamment au contexte de l'établissement, eu égard au contexte des élèves, voire au contexte environnemental. Ce qui fait d'ailleurs que, institutionnellement, depuis très longtemps maintenant, 81 en particulier, on a identifié dans l'institution, à travers l'éducation prioritaire, des conditions d'exercice différentes. On a admis le principe, vous imaginez, dans un État républicain jacobin, on a admis le principe en 1981, donc c'est quand même récent dans l'histoire, hein. On a admis le principe que les conditions d'exercice ne pouvaient pas être égalitaristes, telles qu'elles ont été fondées, si je puis dire, par Jules Ferry. Et encore, c'est pas Jules Ferry qui a tout fait, je suis assez sensible à ce qu'a fait Buisson en titre personnel. Mais ça, bon, c'est un débat qu'on ne va pas avoir à ce matin. Bon. La deuxième accentuation sur laquelle je veux attirer votre attention, au-delà de l'adaptation, c'est sans doute lié aux événements. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'analyse. Comme si les événements endogènes du système traversaient le système et faisaient en sorte qu'on vous demande aujourd'hui d'avoir une posture exemplaire. Je le relie aux événements, au sens événements du Bataclan et autres, à la réactivation des concepts de valeurs de la République, notamment autour du concept de laïcité. Et là, on dit, il faut que les hussards noirs de la République, que vous êtes, se réapproprient ces notions de valeurs et qu'ils puissent par conséquent transcender leur posture professionnelle. Qu'est-ce qui fait que dans mon quotidien, j'ai une posture qui incarne la neutralité, qui incarne la laïcité, et qui fait que, par ma posture, par l'exemplarité de mon comportement, je participe de la transmission de ces valeurs auprès des jeunes. La troisième accentuation que je vois au sein même de cette définition de culture commune, c'est la notion de performance. Ça a été dit par les collègues tout à l'heure. Je crois que le représentant du président s'entend l'évoquer. C'est la notion de performance. Le pilotage par la performance. Il a un historique, ce pilotage par la performance, entre autres, enfin un historique dans l'éducation. Il a un historique qui est lié aux travaux en recherche en éducation, qui ont davantage montré la nécessité de se poser un certain nombre de questions sur l'effet maître, sur l'effet établissement, et sur l'effet performance institutionnelle des politiques publiques, pour ne pas dire performance internationale dans les évaluations internationales. Dans quelques jours va sortir PISA 2015, où on montrera que la France est en bonne forme, comme d'hab.
Non, je plaisante. Non, je ne devrais pas plaisanter. Donc, dans cette notion de performance, ce qui est intéressant, c'est que il est vrai qu'historiquement, la notion de performance, notamment pour les hussards noirs de la République, on est à la fin des années 50, on est au début des années 60, était incarnée aussi par les enseignants. Il faut se rappeler quelle était la valeur symbolique du certificat d'études et comment les instituteurs étaient fiers de présenter au certificat d'études les gamins du canton pour dire voilà, ils ont réussi. Après, on a laissé un peu de côté cette notion de performance jusqu'au moment où à la fois les travaux de recherche en éducation et en même temps les sollicitations internationales plus la demande sociale des familles qui a demandé aussi de la réussite et de la performance ont émergé. Ça, c'est de l'émergence des années 80-90. Bon. Pour faire qu'aujourd'hui, la notion de performance, il faut la voir comme un élément d'émulation, pas forcément comme un élément de concurrence. Mais il faut parler de performance, mes amis. Il faut parler de pilotage par la performance. Votre performance à vous, dans vos classes, ça fait partie de votre métier. Se poser la question à la fin d'une séquence de savoir si les gamins ont appris ou pas appris, c'est notre job, ça. Se dire qu'au-delà de la séquence que vous faites, de vous poser la question, regardez à quel moment de l'année nous sommes ici, dans ce beau territoire, c'est le bac. Oui. Dans 15 jours, je vais me poser la question de savoir si les mesures qu'on a prises tout au long de l'année ont porté fruit. Et ça me paraît logique. Et je vais les rendre publiques en plus. Chacun à l'endroit où il est doit pouvoir apprécier les performances liées à son action, quand bien même c'est complexe. Hein. Nous sommes d'accord. On a plus parlé et écrit d'évaluation. C'est un concept en sciences d'éducation qui a été le plus exploré par les théoriciens et scientifiques. Le problème, c'est pas de dire ou de parler, c'est de faire. C'est un peu plus compliqué. Hein. Et forcément, dès l'instant où vous parlez d'évaluation micro dans vos classes jusqu'à l'évaluation institutionnelle, vous avez forcément une complexité d'approche et de méthodologie qui est évidemment non négligeable. Mais au-delà de la méthode d'évaluation, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut, dans votre pratique professionnelle, ce qui fait aussi votre identité d'une certaine manière, c'est que la notion de performance est constitutive. Pourquoi voudriez-vous que le charcutier ne se pose pas la question de la performance? Il se pose la question, hein, de savoir aujourd'hui quel est son chiffre d'affaires. Ben, il perf. Donc c'est légitime. En plus, remarque personnelle, dans l'idée que je me fais de votre identité professionnelle, sous-entendu de notre idée de professionnel, je reste convaincu que l'auto-évaluation participe de l'amélioration de nos pratiques professionnelles. Mais l'auto-évaluation ne peut pas être unique et univoque, elle est nécessairement à corréler et apportée aussi par une évaluation externe. Et c'est les deux qui font intérêt. Auto-évaluation et évaluation externe. Et dans ce cadre, il peut y avoir naturellement réflexion nécessaire sur l'identité des progrès, accomplis ou à accomplir. Pour éviter notamment que la demande sociale externe ne soit trop pressante et pesante. Si vous ne voulez pas, pardon si je vous pointe du doigt, si vous ne voulez pas que chaque parent d'élève, dont je rappelle qu'il est coéducateur, à sa lumière, à sa perception, vous juge, parce qu'il vous juge, n'est une perception que ultra subjective. Vous, en tant que professionnel de l'éducation, montrez votre professionnalité en matière d'évaluation. Ne soyez pas pudique. Valorisez ce que vous faites. Là, je sors un petit peu de... Valorisez ce que vous faites. C'est vous qui avez la main sur l'évaluation. Si vous êtes sur une posture d'identité professionnelle, recroquevillée sur vous-même, alors vous laissez prise
à toute interprétation. Et ce qui est normal. Puisque vous le savez bien, depuis 1998, Coupe du Monde de foot, il y a 60 millions d'entraîneurs de foot. Vous le savez, ça. Hein? Mais il y en a eu un qui a gagné la Coupe du Monde, qui a fait l'équipe qu'il fallait. Pourquoi je dis ça? Parce que forcément, que ce soit à Rivière-Salée, que ce soit à Point-Dimier, que ce soit à la Pérouse, il y a forcément X parents d'élèves qui vous évaluent à travers le prisme de leur enfant. Pour éviter qu'on ne soit dans l'ultra-subjectivité qui est respectable en soi, hein, portez l'évaluation comme une partie de votre identité professionnelle. Dernière remarque sur les accentuations. Il y a une nouveauté au-delà des réformes, hein, réforme collège, enfin, etc. Il y a une nouveauté toute récente qu'il faut bien appréhender. Je trouve que vous êtes dans la force de l'âge. Vous avez des mines réjouies ce matin, c'est très bien. Mais vous allez vivre un petit événement l'année prochaine. C'est pour le baptême, ça. Pour rentrer dans le métier. L'événement, c'est un événement qui est tel qu'aujourd'hui, les pratiques d'évaluation professionnelle, puisque, je répète, dans le raisonnement que j'essaie de vous montrer, vous faites un métier qui est déterminé par des référentiels, qui s'apprend, qui s'évalue et qui évolue. Dans la partie évaluation du métier, qui constitue un élément de la culture commune, à partir de l'année prochaine, les choses sont pratiquement finalisées, vous allez participer d'un parcours professionnel, carrière et rémunération, c'est-à-dire que vous allez rentrer dans une nouvelle approche de l'évaluation professionnelle, qui ne sera pas simplement singularisée, je salue les collègues inspecteurs qui sont dans la salle, par l'inspecteur là qui rase les murs, qui passe en dessous des fenêtres pour arriver comme ça à l'improviste dans les classes. Non, ça ne se fait plus comme ça, non, rassurez-vous. Ça... Non, ça c'était de mon époque. Bon. Mais vous allez avoir là une nouvelle approche de l'évaluation, de votre évaluation professionnelle, avec des entretiens d'évaluation professionnelle, avec une nouvelle grille d'évaluation professionnelle, dont en l'état des réflexions, cette grille est centrée sur 3 points que peu ou prou j'ai évoqués. Les valeurs que vous portez, votre posture professionnelle, la performance de vos élèves, la place que vous avez au sein de la communauté éducative. Je fais court, hein, je ne rentre pas dans le détail de la nouvelle grille. Pourquoi je vous en parle ? Bien parce que ça va modifier votre pratique professionnelle et que ça va contribuer à faire évoluer votre métier. C'est important que vous l'ayez en tête. On le mettra en place naturellement en Nouvelle-Calédonie, ça va de soi. Mais ça montre bien, si je puis dire, à travers ce parcours, cette nouvelle approche de l'évaluation professionnelle, qui sera subordonnée à un avis de l'inspecteur et à un avis du chef d'établissement, notamment pour votre contribution dans le cadre de la communauté éducative et par conséquent du projet d'établissement, une évolution sensible. 3e point, mon intervention. On a essayé de dire que culture commune renvoie à 2 notions, la notion de métier et la notion d'identité professionnelle. On a essayé de dire qu'avec le temps, il y a des accentuations dans ce contenu de culture commune qui montrent notamment que l'aspect posture, exemplarité, aujourd'hui est plus attendu qu'hier. La dimension performance est clairement affichée. Et j'ai terminé dans ce 2e point sur l'idée qu'aujourd'hui même, dans un métier qui évolue, par l'évaluation professionnelle de votre pratique individuelle et collective, il va aussi évoluer. Ma 3e donc remarque, elle sera sur la contextualisation de ce métier que vous allez exercer, je l'espère pour bon nombre d'entre vous, dans ce beau pays. Ça a été dit tout à l'heure. La Nouvelle-Calédonie s'est donné un projet éducatif, voté par les élus le 15 janvier,
Et j'ose espérer que demain matin, qui est une journée très importante pour nous, les conseillers vont aussi voter la charte d'application du projet éducatif de Nouvelle-Calédonie. Ça se passe demain matin. Pourquoi je vous en parle? Parce que dans cette idée de culture commune, et le conseiller président l'a évoqué, il y a forcément une contextualisation au-delà de l'entité classe, type d'élève, au-delà de l'entité établissement, au-delà de l'entité environnement. Vous avez là une entité de pays. Et par conséquent, je voudrais, presque en mot de conclusion, vous dire qu'il y a une forme là aussi d'accentuation dans des éléments de contenu de la culture commune, propre à la Nouvelle-Calédonie. Quand les élus disent dans le projet éducatif, et à juste titre, me semble-t-il, que l'école est le creuset du destin commun de ce pays, ça signifie clairement qu'il y a un parti pris qui est que le vivre ensemble de ce pays, et je ne veux pas refaire l'histoire de ce pays que vous connaissez sans doute mieux que moi, mais qu'au-delà du vivre ensemble d'aujourd'hui, il y a surtout le vivre ensemble d'aujourd'hui et de demain, l'école constitue le ferment de ce vivre ensemble. C'est là où le vivre ensemble, parce qu'il y a mixité sociale, parce qu'il y a diversité ethnique, parce qu'il y a nécessité de se reconnaître en tout respect et en toute humilité. Fait reposer sur l'école une responsabilité forte. D'une certaine manière, c'est un peu analogique avec l'histoire de la France, hein, au sens métropolitain du terme. Ben oui. La Troisième République s'est construite sur l'école. Pourquoi on a alphabétisé les Bretons, à votre avis? Il y a des Bretons, j'espère, enfin pardon. Hein. Pardon, excusez-moi. Moi je suis ch'ti, donc il n'y avait pas besoin de m'alphabétiser, sauf que le patois ch'ti, il est un peu bizarre hein, quand même. Bon. C'est un peu ce qui se passe ici, dans cette idée de destin commun. Par conséquent, dans cette culture commune qui repose sur les valeurs, je vous ai parlé des valeurs de la République et de l'inscription de votre action sur les principes fondamentaux de l'école républicaine, il se trouve qu'ici, en Nouvelle-Calédonie, vous incarnez peut-être plus encore qu'en métropole cette idée de destin commun. Dans votre contribution à la construction de ce destin commun. C'est une responsabilité forte, mais c'est en même temps une responsabilité qui vous honore. Le fait que les élus disent le destin commun repose en particulier sur le creuset que constitue l'école et qu'ils confient par conséquent aux enseignants cette nécessité de transmission de valeurs et de construction de pays. Certes, c'est une responsabilité, mais ce n'est pas une responsabilité pesante, au sens ça va me peser, j'ai les épaules trop lourdes. C'est une responsabilité qui honore un métier, qui dit c'est grâce à eux que ça va progresser. Qui dit on vous confie cette responsabilité parce qu'on a confiance en vous. Je suis un peu surpris, je ne vous le cache pas, là je fais 2-3 digressions pour conclure. Quand je rencontre les parents d'élèves, souvent, encore hier soir tard, avant la visio, les avis m'apparaissent un peu divergents, au sens des parents. C'est-à-dire, à la fois, on vous confie les enfants pleinement, avec une confiance absolue, et parfois, il y a des contestations ici ou là. Il y a un travail à faire sur ce domaine-là. Il y a un travail à faire. Ne soyez pas frileux, si vous l'êtes, dans ce lien avec les familles et dans l'idée que vous devez faire passer, que c'est à l'école que l'on grandit, que c'est
à l'école que l'on progresse et que ce pays passera par l'évolution de l'école s'il veut lui-même grandir. C'est ça la responsabilité qui vous honore. Vous incarnez l'avenir du pays, si je puis dire. Parce que vous êtes au quotidien avec la jeunesse, celle qui doit faire ce pays. Je trouve ça exaltant, hein. Franchement, s'ils avaient 10 ans de moins, pas plus. Hein. C'est exaltant de reprendre classe et de faire ça. C'est exaltant de considérer que sur l'ensemble du territoire, côte Est compris, les îles comprises, la partie nord, on parle du destin commun. Et on le fait vivre. On incarne ces valeurs qui transcendent les différences des uns et des autres. Et les différences ne sont pas un déficit, c'est un atout sur lequel il faut savoir s'appuyer. Et deuxième accentuation contextuelle, sur lequel je voudrais attirer votre attention, je le redis tout à l'heure, en plus les circonstances actuelles m'y font évidemment songer, c'est sur la performance du système éducatif. Quand bien même on dira toujours il y a 5-10 points d'écart, je ne sais pas ce que donnera le bac cette année, mais on a une moyenne par examen de 5 à 10 points, pour faire court, d'écart par rapport à la métropole. Et je devrais être plus précis, il faut comparer ce qui est comparable. La métropole n'est pas symétriquement comparable à la Nouvelle-Calédonie. Il vaut mieux comparer la Nouvelle-Calédonie à la Polynésie et à Amiens. Pourquoi je parle souvent d'Amiens? Parce que Amiens a des catégories socio-professionnelles des ménages équivalents avec la Nouvelle-Calédonie. 50% de familles défavorisées, à peu près. Mais bref, on a un écart de performance. Ce qui me préoccupe, chers collègues, c'est pas tant l'écart de performance avec la métropole. C'est l'écart de performance entre les classes sociales. Je m'explique. Les bons élèves, voire les très bons élèves de Nouvelle-Calédonie, sont aussi bons qu'en métropole. La première semaine de mon arrivée en février 2016, en distribuant des prix dans la province sud, je faisais état du nombre de mentions bien et très bien au bac en Nouvelle-Calédonie, qui proportionnellement à la classe d'âge, proportionnellement à la génération des jeunes qui ont obtenu le bac, était plus importante qu'en métropole. Il y a environ 3000 à 3200 bacheliers annuels, pour faire court, hein, tout bac confondu. L'année dernière, on était à près de 1100 mentions. Vous imaginez? 1100. Énorme. Et c'est une part qui est plus importante que le national. Sauf que, c'est pour ça que je parle d'écart. Quand vous prenez les enfants ou les jeunes gens qui n'ont pas le bac, ou la part des jeunes gens qui ont le bac avec le deuxième groupe c'est 8-10 là, elle est plus importante qu'en métropole. Par conséquent, et je conclus là-dessus, le fait que vous incarniez, à travers votre métier, par cette culture commune, par cette identité professionnelle, vous incarnez en Nouvelle-Calédonie, sans aucun doute, le destin commun du pays. La progression, à la fois des valeurs qui constituent le destin commun, mais la progression qui fait aussi que chacun progresse en tant qu'individu, en tant que citoyen et en tant que salarié, autant que faire se peut. Certes, il faut continuer avec les bons à les faire progresser, mais certains d'entre eux n'ont pas forcément besoin de nous. Ou pas de la même manière, en tout cas. Ou pas de la même manière. En revanche, les gamins qui sont en difficulté, c'est ça. Eh bien, moi, je prétends qu'aujourd'hui, l'évolution du système éducatif calédonien repose sur les enseignants. Et je vous le dis avec grand respect pour le métier que vous faites. Et ce progrès se fera d'autant plus, se fera d'autant mieux que vous aurez à cœur, et je suis sûr que vous aurez à cœur, de vous attacher d'abord à la prise en charge des élèves qui sont en difficulté ou en grande difficulté. Et le système progressera par ça.
tout en tirant celles et ceux qui auront ou qui ont mention, évidemment, vers le haut. Et en disant cela, je répète qu'il faut savoir aussi oser les classes d'excellence. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire rapidement.